Examen national de fin d'études primaires, plus de 2 millions de finalistes dont 1 million de filles participent à ces épreuves de 2 jours lancées ce jeudi 1er juin à Kisangani par le ministre de l'enseignement primaire Tony Mwaba pour une grande partie du pays sauf dans quelques provinces, notamment le Sankourou et Bazouélé. À la base, un problème lié à la logistique. « 72 heures après l'interpellation du conseil spécial de l'opposant Moïse Katumbi, les avocats de Salomon Kalonda dénoncent la violation de principes élémentaires de droit et des droits humains. Début de la distribution de l'assistance du gouvernement aux déplacés internes ayant fui les combats entre les FARDC et les rebelles du M23. Une unité de la police nationale congolaise est à pied d'œuvre pour éviter un éventuel détournement des vivres et non-vivants. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Après 3 ans de perturbations dues à la pandémie de Covid-19, le calendrier scolaire 2022-2023 est rentré à la normale. La preuve, c'est le lancement en ces débuts de juin de l'examen national de fin d'études primaires à Kisangani dans la province de Chopo par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. Plus de 2 millions des candidats finalistes dont 1 million de filles participent à ces épreuves qui vont se clôturer demain vendredi 2 juin. Ces évaluations certificatives ont été reportées au lundi 12 au mardi 13 juin 2023 dans quelques provinces éducationnelles, entre autres Sankourou 1 et Otuélé 1, suite à l'arrivée tardive de mal d'items aux différents points de chute programmés. Dans la province du Haut-Katanga, c'est le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoua qui a donné le go aux épreuves de l'ENAFEP à l'Institut technique Odari de la Rouachi. Le nombre de finalistes du primaire du Haut-Katanga s'élève à 141 114, répartis dans 156 centres, soit 52% des filles et 48% des garçons. Cette épreuve nationale sanctionnée à la fin du cycle primaire a été lancée dans le Haut-Katanga par le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfoua Kimimba, accompagné de la ministre provinciale de l'Éducation Marie-Chantal Mouléa et de la maire adjointe de Lubumbashi, Joyce Sotunda. Ici, les élèves ont été encouragés par les différents responsables de l'éducation, notamment l'IPP et les directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique en province, qui ont aussi loué les efforts inlassables du gouvernement national qui veut que chaque enfant congolais jouisse de son droit, et cela porte déjà ce fruit. Voyant le nombre d'élèves du primaire grimper, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoua Kimimba a quant à lui exhorté les candidats finalistes à aborder cette épreuve de 2 jours sans crainte. Ayez le temps de lire les questionnaires, réfléchissez avant de coucher votre réponse. Je vous souhaite réussite et bonne chance. Pour cette année, les élèves du primaire passent cette épreuve sans débourser aucun franc congolais, car tout a été pris en charge par le gouvernement dans le cadre de la gratuité. Ce premier jour, les élèves affrontent l'épreuve de français et de la culture générale avant d'affronter ce vendredi 2 juin, au 2e jour de l'examen national de fin d'études primaires, les sciences et les mathématiques. Et pour terminer avec ce sujet, en Ituri également, c'est le vice-gouverneur militaire qui a lancé ces épreuves certificatives. Près de 44 000 finalistes étaient attendus, répartis dans 162 centres, dont un en Ouganda. C'est parti pour les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en province de l'Ituri qui se déroule dans un climat de paix sur l'étendue quasi totale de la province. Au total, 43 963 candidats sont attendus dans les 162 centres d'examen, dont un en Ouganda. À tour des rôles, les autorités scolaires se sont félicitées des différents projets mis en place pour promouvoir l'éducation à travers la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le président de la République, matérialisé en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Le chef de l'État qui se donne pour l'éducation à la République démocratique du Congo. À l'occasion, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raus Tchaloué, a procédé à la remise symbolique de V7 motos pour faciliter la mobilité des sous-provèdes vers les écoles, tout en les appelant à en faire bon usage. La responsabilité à ces engins qui appartient pour le travail, pas pour faire le transport,
de charbon ou surtout des haricots. J'aimerais bien que ça fasse le travail. Au nom du gouverneur de province, à mon nom propre, je vous remets pour que vous distribuiez à tous ces sous-divisionnaires. Notons que la province de l'Ituri, sous état de siège, bénéficie à nos jours de plusieurs projets mis en œuvre par les gouvernements de la République dans les domaines de l'éducation, notamment le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS, qui exécute plusieurs programmes, ainsi que la construction de 10 écoles dans le territoire d'Irumu et de Mambasa, grâce au programme de développement de 145 territoires, suite à l'amélioration de la situation sécuritaire. Retour à Kinshasa pour parler de la motion d'information à la plénière de ce jour à la Chambre haute du Parlement congolais. Les sénateurs Aimé Patience Mangwadi dénoncent les phénomènes Mobundo, le fameux conflit Tekeyaka, l'insécurité grandissante à l'ouest du pays et la passivité du gouvernement qui ne sait identifier jusque-là les vrais investigateurs de ces crimes et éradiquer ces fléaux. Plus d'une trentaine de personnes civiles, policiers et militaires ont été tués par les fameux phénomènes dits Mobundo. De l'extérieur du pays où j'étais, c'est avec émoi et consternation que j'ai suivi ces événements. Hélas, il y a eu vraiment silence radio de la part du gouvernement que je me suis demandé si la sacralité de la vie humaine inscrite dans notre Constitution avait encore un sens. Ni le gouvernement congolais n'a décrété, ni deuil, n'a présenté ni message de condoléances aux familles éprouvées, ni une assistance aux victimes. Faudrait-il qu'il y ait plus de 500 cas de décès, comme à Kalere, afin que le gouvernement eût égard à ces morts survenus dans la province du Kwango. Voilà pourquoi, une fois de plus, nous venons tirer la sonnette d'alarme afin que l'on mette fin à cet état de choses, qu'on restaure l'autorité de l'État. En justice, les collectifs des avocats de Salomon Kalonda dénoncent le non-respect de principes élémentaires de droit et de droits humains dans cette arrestation. 3 jours après son interpellation par les agents de sécurité, ces avocats n'ont toujours pas accès au dossier de leurs clients. Le collectif des avocats du bras droit de Moïse Katumbi exige par ailleurs le respect du droit de la défense. 72 heures après son arrestation à l'aéroport international d'Njili, Salomon Idi Kalonda n'a pas encore été auditionné et ses avocats disent n'avoir pas accès au dossier de leurs clients et ne savent quelle charge pèserait sur le conseil spécial de Moïse Katumbi Chapwe. Nous n'avons pas eu la possibilité de les rencontrer, nous n'avons pas eu les moyens même d'approcher parce qu'on nous a empêchés. On nous dira par plusieurs éléments de ces services de renseignement militaires, à l'occurrence d'EMIAP, qu'on ne pouvait pas se présenter de cette manière et que devant ces services, on ne peut pas assister un client, alors que la Constitution l'autorise. Les collectifs des avocats de Salomon Idi fustigent la violation manifeste et flagrante des principes élémentaires du droit. Je me tiens tout simplement à préciser que la Constitution dans notre pays est violée dans son article 18 et à son article 19 in fine. Et tant d'autres dispositions, voire même les instruments internationaux, à l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est vraiment violée. Pour Donatien Choulet, le secrétaire général de la CENCO, l'arrestation de Salomon Kalonda est une des méthodes rétrogrades pas dignes pour un état de droit et dans un pays civilisé.
On va parler politique à présent. Matata Ponyo séjourne au Sud Kivu pour redynamiser son parti leadership et gouvernance pour les développements en perspective des échéances électorales à venir. L'homme à la cravate rouge a fait la marche pour palper du doigt les réalités auxquelles sont confrontées la population de cette province. Après les Grands Bandundu, cette fois-ci, c'est la province du Sud Kivu d'être visitée par l'homme à la cravate rouge, Matata Ponyo. C'est au port de Yussi que le sénateur a accosté et accueilli dans une vive ambiance des militants et cadres de son parti LGD, Fédération du Sud Kivu, des membres des différentes organisations de défense des droits de l'homme et des structures des jeunes venus des différents coins de la province du Sud Kivu. Après Yussi, le sénateur a fait la marche à pied jusqu'à la place de l'Indépendance et sous les ovations des habitants, le long des artères principales. Chemin faisant, l'on pouvait entendre les cris de la population qui scandait « Reviens vite aux affaires pour que les dollars baissent ». Visiblement, la stabilité de la monnaie locale face au dollar du temps de Matata Ponyo est encore vive dans la mémoire collective de la population du Sud Kivu. Devant la presse, l'ancien Premier ministre congolais a manifesté sa joie de se retrouver au milieu de ses siens. Il compte profiter de son séjour pour faire rayonner son parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement. C'est aussi l'occasion pour faire connaître ce parti à l'ensemble de la population congolaise qui veut les changements. Nous avons maintenant un parti qui veut recréer la beauté de la ville de Bukavu. Touchant sur les enjeux électoraux, Matata Ponyo appelle la population du Sud Kivu à faire un choix judicieux qui conduira au changement tant attendu. Désormais, Serge Chimbokonde compose avec le Parti Avenir du Congo de Dani Bonza. C'est avec son ASBL Dishenko qu'il a rempli sa fiche d'adhésion. L'objectif, porter Félix-Antoine Tshisekedi pour un deuxième mandat à la tête du pays. Il fait désormais partie des hauts cadres du Parti Avenir du Congo. L'élu de Sakania et ancien ministre de Sport, Serge Chimbokonde, adhère avec son ASBL Dishenko. Entendez Dynamique Serge Condé, qui compte à ce jour près de 50 000 membres à travers la République et l'étranger. L'accueil a été chaleureux, comme on peut le voir à travers ces images, devant le secrétaire fédéral de ACO, Ax Kayumba, et les membres de la Fédération du Haut-Katanga. Le double brassard remplit sa fiche d'adhésion avant de la brandir fièrement et symboliquement. 5 membres de la Dishenko effectuent le même geste. Adhérer dans ACO aux côtés de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza Maloba fait partie d'une vision. Nous venons de faire adhérer la dynamique Chimbokonde à ACO parce que nous avons la même vision. Nous soutenons tous la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme vous le savez, nous sommes pendant une période préélectorale où les bonnes alliances doivent se faire en vue de nous amener aux bonnes élections et les remporter haut les mains. Donc nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous avons une histoire commune avec l'ambassadeur Dani Banza Maloba. Nous sommes de la même province, de la même vision. Serge Condé, il a Dishenko, un plus pour ACO et CAP vers les élections de 2023 avec comme objectif un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi. On va parler maintenant de la cérémonie de la sortie officielle du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple ce jeudi. Ce regroupement est actuellement composé d'une 60aine de partis politiques, des associations et d'autres entités. Le regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, qui voit le jour officiellement, est composé des 62 partis politiques, sociétés civiles, personnalités politiques et hauts responsabilités, des mouvements de femmes et des jeunes. La méga plateforme a notamment mis sur pied une cellule de réflexion et d'intelligence stratégique pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc ce sont des leaders politiques qui sont à proximité du peuple, pour servir le peuple. Et comme vous le savez, la CENI est aujourd'hui dans une phase très opérationnelle, déterminante, où les élections auront lieu le 20 décembre. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'affûter les armes. Et les armes pour permettre au chef de l'État, Félix,
de briguer son deuxième mandat. Le représentant de l'autorité morale de cette formation politique n'a pas caché son enthousiasme sur l'accompagnement du regroupement à la vision du président de la République. Nous nous rendons compte tous que la volonté manifeste l'engagement irréversible de son Excellence, le président de la République, n'est plus à prouver d'organiser cette année les élections démocratiques, crédibles et transparentes. Une sortie officielle avec un programme d'action bien fondé pour l'AAP, dont toutes les formations membres ont procédé à la signature de la charte constitutive. Le cadre organique ainsi que les structures organiques du ministère des Affaires foncières viennent enfin d'être révisitées. Un atelier a été organisé ce jeudi pour cette fin en présence du ministre Molindo Sakombi et des cadres et agents de l'administration foncière. Prenant la parole à ces assises, le numéro 1 des affaires foncières, Sakombi Molindo, a souligné combien il était nécessaire et urgent de songer à la révisitation du cadre organique au regard de nouveaux défis et exigences de la modernité. Le patron des terres congolaises a en outre lancé un appel aux experts d'investir de tout leur savoir afin de trouver les solutions idoines aux problèmes qui rongent l'administration foncière. Pour marquer ma détermination, j'avais ipso facto aboli le système unique des biens sans maître qui était l'épicentre de la mafia qui gangrenait notre administration. Depuis, pas un seul arrêté déclarant un bien sans maître n'est sorti de mon cabinet. Aujourd'hui, j'estime que l'heure est venue de faire encore mieux. C'est pourquoi je vous recommande prestement d'officialiser la disparition de la direction des biens sans maître au profit d'une direction plus actuelle consacrée aux innovations et aux nouvelles technologies. Le secrétaire général aux affaires foncières a pour sa part salué les efforts consentis entre les ministres des Affaires foncières et son homologue de la fonction publique pour la concrétisation de l'arrêté ministériel répondant aux impératifs des réformes de l'administration foncière. Avec toutes ces actions combien visibles, il y a lieu d'affirmer que le ministre Molindo Sakombi n'avait tort de placer son mandat sous les rênes du renouveau des affaires foncières. Le gouvernement congolais a démarré la distribution de vivres et non-vivres destinés aux déplacés ayant fui la guerre entre le FARDC et les terroristes du M23 dans les territoires de Massissi, Niragongo et Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Cette assistance a été remise lors du récent passage du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à Goma. La distribution se fait ménage par ménage pour éviter tout détournement en présence d'une unité des éléments de la police nationale congolaise déplacés pour cette fin. Il s'agit d'une importante quantité de vivres et non-vivres dont du gouvernement congolais destinés aux déplacés de guerre installés au site de Bouchagara. Nous sommes dans le territoire de Niragongo. Plus de 3000 ménages bénéficient de cette assistance récemment remise par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, constituée de sacs de riz, farine de maïs, haricots, sucre, sel, huile de palme, de matelas, pour ne citer que ça. C'est le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, honorable Hubert Tetika, qui supervise cette distribution conformément aux recommandations du Premier ministre. Comme le Premier ministre l'a dit, et je l'aurais dit aussi, personne ne sera oublié. Vous savez, ça ne nous fait pas plaisir de venir distribuer à manger, tout ça aux gens. Notre combat, et le combat qui est celui du chef de l'État, notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que nos compatriotes puissent rentrer chez eux, qu'on puisse terminer la guerre, qu'ils puissent rentrer chez eux et essayer d'évacuer leurs occupations sur place. Donc c'est ça l'objectif. Nous n'allons pas nous contenter à distribuer des choses comme ça, nous le faisons la mort dans l'âme. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement congolais pour cette assistance. C'est une joie pour moi de voir le gouvernement nous aider avec un sac de riz, matelas et bien d'autres. Ce que je peux demander au gouvernement est de faire tout pour que nous puissions regagner nos villages, car ici on souffre.
Lancé depuis le mois d'avril dernier à l'hôpital général de référence de Kalemi par le gouverneur Julie Ngungwa, le projet de la gratuité de l'accouchement, des soins maternels et du nouveau-né accuse des avancées significatives au Tanganyika. Une délégation du ministère national de la Santé publique, Hygiène et Prévention a séjourné à Kalemi pour une évaluation qu'elle a jugée satisfaisante. Reportage de Mathias Makolovera. En ce jour, à Kalemi, dans la province du Tanganyika, la délégation du ministère national de la Santé publique, Hygiène et Prévention a évalué le projet de la gratuité d'accouchement, des soins maternels et des nouveau-nés lancé par le gouverneur Julie Ngungwa le 30 avril dernier, programme qui rentre dans le cadre du projet Couverture Santé Universelle prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le ministre provincial de la Santé, Dr Kabessia Morisho Bob, qui l'a conduite à l'hôpital général de référence de Kalemi, où une visite des sondages a été guidée par le médecin directeur de cet hôpital, Dr Mwamba Selenge Ivan, à la maternité. Près de 100 femmes ont déjà bénéficié de ce programme semestriel dans la prise en charge totale des frais de maternité. Il y a de quoi remercier l'autorité provinciale du Tanganyika, Julie Ngungwa, qui a su anticiper la mise en œuvre de ces programmes du chef de l'État dans sa province, a déclaré Dr Ngoma Makaba, expert du ministère des tutelles en charge de la couverture santé universelle. C'était pour nous une opportunité de voir ce qui se fait déjà ici, des consultations et prise en charge des femmes enceintes. Par cette occasion, le ministre provincial de la Santé n'a cessé d'inviter les femmes de Kalemi et de ses encablures de profiter de ces programmes de 6 mois qui est totalement financé par le gouvernement provincial du Tanganyika sous l'égide de la chef de l'exécutif, Julie Ngungwa Mwayuma. 125 ans après la création du diocèse de Buta, son évêque aura pour la première fois un évêché avec l'appui de la sénatrice Carola Guito. Engagement pris ce jeudi 1er juin après l'audience qu'elle a accordée à Monseigneur Jean-Bertin Nadoni. 125 ans après la création du diocèse de Buta, le premier évêché sera construit bientôt pour servir de cadre d'habitation et de vie pastorale à l'évêque du diocèse. Ce jeudi 1er juin 2023, ce projet a été présenté par Monseigneur Jean-Bertin Nadoni et à la sénatrice Carola Guito, digne fils et notable du Bazouélé, qui, après les civilités de son pasteur, a pris l'engagement d'accompagner cette grande vision. Moi, en tant que fille élue du Bazouélé, j'ai accepté de contribuer à la construction de l'évêché du diocèse de Buta pour permettre à ce que nous soyons au même niveau que les autres diocèses du pays. Nous ne pouvons pas toujours être en arrière, mais plutôt soudons-nous les coudes, comme dit Monseigneur. Ému par le sens élevé d'amour de la sénatrice Carola Guito, Monseigneur Jean-Bertrand Nadonié a lancé un appel de responsabilité et d'amour à l'endroit de la population du Bawele, bénéficiaire des différentes œuvres de la Fondation Carola Guito. Les œuvres de développement que Maman Carole fait, ce sont des œuvres de développement pour tout le monde. Ce n'est pas que simplement pour les Babois ou pour les Andés ou pour... Après la construction de 47 évêchés pour 48 diocèses sur l'ensemble du territoire national, le 48e évêché, celui du diocèse de Buta, sera le dernier à voir le jour avec l'appui financier de la Fondation Carola Guito. Ouverture officielle à Kinshasa de la première édition du concours Jeunes Coma Millionnaires organisé par la Fondation FOEL. Près de 500 jeunes candidats ont répondu présents. Passimbayo Kiambe, directeur adjoint du ministère de la Jeunesse, a salué l'initiative. Lutte contre le chômage, création d'emplois, l'autonomisation de la jeunesse congolaise, autant d'éléments qui constituent les leitmotivs de cette initiative de la Fondation FOEL à travers le pays pour créer les nouveaux millionnaires. Jeunes comme un millionnaire, une occasion qu'offre cette fondation pour renforcer les secteurs de l'entrepreneuriat tant souhaité par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elisabeth Yemba, présidente de la Fondation FOEL, se dit satisfaite et demande l'accompagnement des autorités de la RDC. La
jeunesse est vraiment motivée à entreprendre et nous les encourageons. Nous demandons aux autorités de soutenir ces œuvres parce que la Fondation FOEL accompagne les jeunes à se prendre en charge et à jouer un rôle capital dans la société. Invité pour palper du doigt le lancement du concours de cette première édition, Passimbayo Kiambe, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Jeunesse, était comblé de joie. Il est toujours important que l'on pense à former l'entrepreneuriat dans l'objectif de sortir la jeunesse, de sortir la population de la pauvreté qui est exposée pratiquement à un chemin sclérosant des lettres. J'ai l'honneur de venir auprès de vous, je ceci, cela, patati patata. Rappelons ici que pour cette première édition du concours Comme un millionnaire, organisé par la Fondation FOEL, sur près de 500 candidats retenus, seuls 3 seront retenus pour empocher 3 millions de francs congolais chacun. La sensibilisation sur l'amour de la patrie a pris une tournure décisive. Mercredi dernier, la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa a reçu l'ambassadeur de la jeunesse congolaise, William Mukambila, pour une activité dénommée Matinée de sensibilisation au patriotisme. Le détail dans ce reportage. Dans une salle du 10e bloc des sciences sociales, politiques et administratives, pleine à craquer, le président William Mukambila, aux côtés du vice-doyen de la dite faculté, les professeurs Germain Kounamaba et celui du chef de département des relations internationales, le professeur Edilcom, a dans son speech présenté le patriotisme comme étant l'arme principale que les jeunes doivent porter pour vaincre les ennemis de la RDC et promouvoir son émergence. Il a ensuite demandé aux participants à cultiver l'amour du Congo avant tout pour la reconstruction d'une nation forte et prospère. Et nous avons ciblé cette catégorie importante qui est la jeunesse intellectuelle parce que c'est à travers elle que nous allons pérenniser les valeurs de l'amour de la patrie. Je vous invite, chers jeunes, de pouvoir prendre bras le corps ces messages. Aimer le Congo. Le Congo est notre seul patrimoine. Nous devons pour elle mourir et pour elle vivre. Le vice-doyen de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, le professeur Germain Kouna, donne ici l'objectif de la matinée. Et la particularité de ce jour, nous avons suscité au maximum possible l'intérêt pour les jeunes sur une question centrale, fondamentale, le patriotisme, la conscience nationale. Tout est bien qui finit bien, dit-on. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est achevée l'activité et c'est par une photo des familles. Vernissage ce jeudi de l'ouvrage Acte du Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental, activité qui a réuni un échantillon représentatif de participants du Forum de Kisangani. C'est une œuvre collective de toutes les fils et filles des provinces qui forment la Grande Orientale. Acte du Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'EGO est un recueil qui comprend les différentes communications, résolutions et recommandations, bref, l'ensemble du travail des assises de Kisangani du 27 au 30 décembre 2022. La cérémonie du vernissage du livre consacre le point de départ de la mise en œuvre et du suivi des engagements pour le développement d'une Grande Orientale toujours plus unie, toujours plus forte et toujours engagée pour la conquête d'un leadership collégial. Monseigneur Outembi, facilitateur du forum, a procédé au vernissage de ses livres en présence de toute l'équipe de coordination du forum ayant veillé à sa rédaction. Dans son allocution, il précise qu'avec la publication de cet ouvrage prend fin le forum de Kisangani et commence la vulgarisation pour la bonne appropriation des conclusions. La vulgarisation devra se faire à travers les médias, les conférences et d'autres canaux de communication sociale. Tous les fils et filles de l'espace Grand Oriental ayant participé au forum de Kisangani sont concernés au plus haut point par cette campagne de vulgarisation et d'appropriation des actes. Cet ouvrage au format A5 de 158 pages avec les animaux totémiques des 4 provinces dont les Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Tchopo et Ituri qui représentent la Grande Orientale. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter.
Examen national de fin d'études primaires. Plus de 2 millions de finalistes, dont 1 million de filles, participent à ces épreuves de 2 jours, lancées ce jeudi 1er juin à Kisangani par le ministre de l'enseignement primaire, Tony Mwaba, pour une grande partie du pays, sauf dans quelques provinces, notamment Sankourou 1 et Bazouélé. À la base, un problème lié à la logistique. 72 heures après l'interpellation du conseiller spécial de l'opposant Moïse Ketumbi, les avocats de Salomon Kalonda dénoncent la violation de principes élémentaires de droit et des droits humains. Début de la distribution de l'assistance du gouvernement aux déplacés internes ayant fui les combats entre les FARDC et les rebelles du M23. Une unité de la police est à pied d'œuvre pour éviter un éventuel détournement dans la province du Nord Kivu. Merci de votre fidélité à votre chaîne. L'actualité continue sur Balamboka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu